Et on commence avec Yves Carrière qui va présenter le concept de la transition démographique. On en parle beaucoup au Québec, le choc démographique, à quel point c'est important. Yves est professeur agrégé, directeur du département de démographie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir d'être là. Alors, je vous laisse la période de présentation. Puis après, bien, je suis comme ça, j'ai toujours un peu de questions. Ben, j'espère que Comme une bonne étudiante, dans le fond. Je vais essayer d'être bref et clair. Parfait. C'est un beau défi. Effectivement, on va demander de parler de transition démographique. Habituellement, on fait ça dans le cadre d'un cours. C'est rare qu'on fait ça à l'extérieur d'un cours. Mais je comprends que dans une journée de réflexion sur la fiscalité, ça peut être important de regarder un peu les... Moi, mon Michel, c'est essentiel, important, accessoire. Moi, je le mettrais à essentiel. Essentiel, oui, bon, mais voilà. je suis bien content que vous me mettiez aussi haut. Donc, ce que je vais faire, je vais définir la transition démographique et parler il y a une période pendant la transition démographique qui est une période qui est une opportunité de croissance économique importante. Par la suite, il y a des défis aussi qui sont relativement importants. Donc, ça va être l'objectif de ma présentation. Donc, la transition démographique, bon, le schéma que vous voyez ici, qui est pris sur Wikipédia, on trouve des choses extrêmement, qui ont beaucoup de sens sur Wikipédia à l'occasion. Et c'est un schéma qui présente très, très bien ce qu'est la transition démographique. Et peut-être la meilleure façon de regarder, c'est prendre ce qu'on voit, là, la pré-transition en début de période et la post-transition en fin de période. C'est vraiment passer d'un régime démographique à haute natalité et haute mortalité. Donc, il y a beaucoup de famines, des guerres, des épidémies, mais des naissances qui sont aussi importantes, qui font en sorte que la croissance de la population, c'est-à-dire la ligne verte qui est en bas, donc le taux de croissance de la population est pratiquement nul parce qu'il y a autant de naissances que de décès. En fin de période, on retrouve un peu le même scénario. En termes de croissance, il y a peu de croissance de la population, mais pas parce que la natalité et la mortalité sont élevées, mais parce qu'elles sont très basses. Donc, peu de naissances, peu de décès. Entre les deux périodes, c'est là que se passe la transition pour passer d'un taux de mortalité élevé à un taux de mortalité qui est faible et d'un taux de natalité qui est élevé à un taux de mortalité qui est faible. Donc, c'est moi qui ai le clic. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait peut-être 15 mois qu'on n'a pas... Donc, je clique. Essayez. Droite. Voilà. Ah, donc, si vous voyez en bas, la phase 1 de la transition, ce qu'on observe, c'est une baisse de la mortalité en premier lieu. Dans presque tous les pays qui ont connu leur transition, on a d'abord et avant tout une baisse de la mortalité qui va précéder la baisse de la natalité. Et donc, la différence entre la courbe en rouge et la courbe qui est en bleu, bien, ça va vous donner votre croissance de la population. Plus il y a de naissance, moins il y a de décès, bien, la population va croître. Donc, la première phase, c'est une phase où le taux de croissance augmente de façon rapide et la courbe en noir, bien, vous donne la population. Bien, la population augmente de façon importante pendant cette période-là. Dans la deuxième phase, bien, là, il y a une baisse de la natalité, tranquillement. Le taux de natalité va diminuer, alors que la mortalité va continuer à diminuer, mais moins rapidement. Au début, on a fait des gains sur la mortalité infantile, par exemple. Donc là, on fait des gains importants en espérance de vie. Mais par la suite, les gains, c'est plus chez les personnes plus âgées. Donc, les gains sont moins importants. Donc, le taux de natalité diminue et le taux de mortalité ralentit sa diminution. Donc, on se ramasse avec une population qui est encore stable, sauf que maintenant, la population est beaucoup plus importante en termes d'effectifs. Mais la structure par âge de la population a changé pendant ce temps-là. Donc, si je passe à la prochaine... Bon, est-ce qu'il va y avoir des croissances? Là, on se demande toujours, est-ce qu'il va y avoir des croissances? Dans certains pays, on le voit déjà. Dans plusieurs pays, en pays européens, l'Europe occidentale, la population diminue au total, mais ça ne diminue pas dans tous les pays. Au Canada, on n'est pas encore dans une période de décroissance, ni au Québec non plus. Donc, une façon de regarder qu'est-ce que ça donne en termes de... Quand je parlais d'opportunités de croissance économique, je prends l'exemple de l'Inde et la transition démographique en Inde. Bon, vous avez sur le graphique ici la population de 1950 jusqu'en 2100. Évidemment, il y a des projections. Les projections des Nations unies. Je commence par vous montrer le taux de natalité et le taux de mortalité. Vous voyez, ils sont... En 1950, on est encore un peu dans la première phase, mais tranquillement, on s'en va dans la deuxième phase de la transition démographique. Mais si je regarde ce qui se passe avec les grands groupes d'âge pendant cette période-là, bien, ce que vous voyez, c'est que les moins de 20 ans, leur proportion est très élevée
quand la natalité est encore élevée et que la mortalité diminue. Donc, ils représentent 50 de la population, les moins de 20 ans, autour des années 60-70. Mais par la suite, ça diminue de façon importante. Je regarde les 65 ans et plus, ça prend quand même un certain temps avant que la proportion augmente. Donc, en 2040, on est autour de 10 de personnes âgées, ce qui n'est pas très élevé. Donc, quel groupe d'âge augmente de façon importante? Bien, c'est les 20-64 ans. Pourquoi c'est une opportunité de croissance économique? Parce qu'en gros, c'est votre bassin de main-d'œuvre potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement votre main-d'œuvre va augmenter, mais les chances sont définitivement de votre côté. Et si les politiques sociales en place favorisent l'accès au marché du travail, par exemple pour les femmes, des garderies, on peut penser à plein de politiques qui vont faire en sorte que les taux d'activité par âge pourraient augmenter. Donc, comme votre bassin potentiel est de plus en plus important, bien, vous créez ce qu'on appelle le fameux rapport de dépendance. Bien, il vient exactement de là. Bien, les 20-64 ans par rapport aux 65 ans et plus sont très nombreux. Donc, il y a un potentiel de croissance important. Par la suite, bien, la proportion de 65 ans et plus va augmenter et la proportion des 20-64 ans va tranquillement diminuer. Quand on regarde un graphique comme ça, on a l'impression que ça va diminuer là, de façon constante. Non. Quand on arrive là, c'est pas mal une stabilité. Okay. La structure par âge ne changera pas de façon extrêmement importante par la suite. Évidemment, si on a une espérance de vie de 110 ans, bien là, oui, on aurait une proportion de personnes âgées qui va augmenter de façon importante. Mais en gros, voilà ce qui se passe. Et quand on arrive à une proportion de personnes âgées qui est élevée, les défis vont être d'autant plus importants, dépendamment des politiques sociales que vous avez en place avant d'arriver à ce stade-là, mais aussi de la rapidité avec laquelle la population va vieillir. Et là, le prochain graphique que je vous montre, c'est le nombre d'années pour passer de 12 à 24 de personnes âgées de 65 ans et plus par pays, région sélectionnée. Parce que comme les individus, les pays ne vieillissent pas au même rythme. On vieillit tous d'une année à chaque année, mais disons que des fois, on a le 60 ans qui frappe plus dur que d'autres. Donc, ce que vous voyez, par exemple, pour la Suède, ça va prendre 110 ans pour passer de 12 de personnes âgées à 24 de personnes âgées, le doublement de la proportion de personnes âgées. Il commence très tôt, par exemple. En 1960, on avait déjà 12 de personnes âgées. Puis là, j'ai mis les pays en ordre, là, ceux qui tardent le plus à arriver à 12 Ce qu'on remarque, plus un pays tarde à arriver à 12 de personnes âgées, plus rapide va être le vieillissement. Pourquoi? Parce que la fécondité diminue beaucoup plus rapidement que, par exemple, pour la Suède, quand ils ont atteint le 12 la fécondité est demeurée relativement élevée. Donc, les pays qui atteignent le 12 plus tard dans le temps vont voir si vous voulez, un taux de croissance de la proportion de personnes âgées extrêmement rapide. Une accélération du vieillissement. Une accélération du vieillissement. Le Japon, bien, c'est une exception. Quand j'entends qu'on compare tout le temps le Québec au Japon, pour moi, c'est farfelu de faire ça. Bien, le Japon, pourquoi? Parce que, regardez, 22 ans pour passer de 12 à 24 de personnes âgées, c'est une population où il y a très peu d'immigration. Oui. C'est une population en décroissance. Ce n'est pas le cas du Québec du tout. Là où le parallèle qu'on fait, c'est avec la vitesse. Le Québec, c'est 32 ans pour passer de 12 à 24 ce qui est très rapide. La Chine, ça va être autour de 29 ans, le Brésil, 28 ans, le Mexique, 30 ans. Bon, la population mondiale, on verra, l'Afrique, on verra. Mais ça donne une idée des défis pour faire face au vieillissement, la rapidité avec laquelle... Mais ça dépend, comme je vous disais, des politiques que vous avez en place. Quand vous arrivez à 8 ou 10 de personnes âgées, faites-vous juste vous imaginer aujourd'hui si on n'avait pas la Régie des rentes du Québec. Ah, mon Dieu, je peine à imaginer. Donc, on regarde, parce que vous parlez de politique, cette semaine, la Chine qui annonce, par exemple, une politique du troisième enfant, c'est un changement majeur dans la culture du pays, mais ça vient contribuer supposément à l'augmentation du taux de natalité, mais ça ne sera pas évident de changer cette culture-là. Donc, c'est pas tout de suite demain matin où tout le monde va vouloir avoir 3 enfants. Bon, ça dépend de ce que les gens veulent, ce que les couples veulent. Bon, personnellement, le vieillissement démographique, pour moi, c'est vraiment pas une stratégie, c'est pas une tragédie. C'est tout simplement, comme je vous dis, on passe d'un régime démographique à un autre régime démographique. L'alternative, on fait encore 2 enfants et demi par femme dans la population mondiale, puis on va se ramasser avec 25 milliards d'habitants en 2100. Oui. Donc, choisissez votre... Mais on n'est plus là-dedans, semble-t-il. Il y a une décroissance annoncée, là. Oui, et ça, on le voit dans tous les pays, même dans les pays où la fécondité est très élevée.
il y a quand même une baisse. Elle est élevée, mais elle est à la baisse. Donc, la transition démographique va se vivre dans à peu près tous les pays. C'est une question de temps. Et combien de temps ça va prendre pour terminer la transition. Plus la transition dure longtemps, plus la croissance de la population est importante, parce que vous avez un écart important entre les naissances et les décès. Mais ça nous ramène à la soutenabilité. Oui. Et c'est ça que, vous dites, c'est juste un autre modèle. Ce qui nous inquiète normalement quand on regarde ça avec nos yeux de payeurs de taxes, c'est la soutenabilité du système, des services qu'on s'est donnés. Oui, et bien, je vais aller plus loin que ma conclusion. C'est sûr qu'on se dit, une personne âgée, ça coûte cher en termes de soins de santé. Donc, quand on regarde les 30 dernières années, par exemple, il y a un vieillissement de la population. Le vieillissement explique à peu près 10 de la hausse des coûts de santé. C'est les maladies chroniques, les technologies. C'est les salaires, c'est la technologie, c'est plein de choses, mais ce n'est pas le vieillissement. C'est ça. Et le graphique que je vous montre ici, ce que vous avez, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans différents pays, donc l'Islande, les États-Unis, je les ai mis en ordre, OK? Oui. Donc 12,1, 13,1, jusque le Japon, 23 Bon, ce que vous avez ici, c'est la proportion du PIB national consacré aux dépenses en santé et proportion de personnes âgées sur le monde. Quand je regarde, s'il y avait une corrélation parfaite, bien, les courbes, l'histogramme serait constamment à la hausse. Oui, constamment à la hausse. Plus la proportion de Exactement. personnes âgées augmente, plus la proportion des dépenses PIB pour la santé vont augmenter. Ce qu'on voit, c'est que si je regarde dans un pays donné, habituellement, c'est ce qu'on remarque. Si vous comparez, là, on a 2010 et 2015, 2010 étant en jaune, orange, et en bleu, 2015. Pour à peu près chaque pays, vous voyez une augmentation d'une année à l'autre, okay, entre la période. Sauf qu'entre pays, il n'y a pas de corrélation. Il n'y en a pas. Je mettrais 100 pays, vous n'en verrez pas. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire? Oui, il y a une importance pour la proportion de personnes âgées, mais il y a une importance sur comment vous donnez vos services de santé. Ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis, ça dépend des politiques que vous avez en place, à quel point vous allez vous adapter, et il y a la vitesse avec laquelle... Bon, j'ai un autre graphique ici. Ce que vous avez, c'est les dépenses pour les pensions publiques en pourcentage du PIB. Le même type de graphique. Là, vous voyez un peu plus de corrélation. Oui. Sauf que la vraie corrélation, c'est entre la proportion du PIB qui est pour les pensions publiques et les taux d'activité des 60 ans et plus. Plus vous dépensez en termes de pensions publiques, habituellement, plus les taux d'activité chez 60 ans et plus sont bas. Ça veut dire que vous avez accès relativement tôt à votre retraite. Il n'y a pas d'incitatif au travail. Il n'y a pas d'incitatif au travail. Donc, Donc, extrêmement important de tenir compte de la structure par âge. On ne peut pas ne pas en tenir compte, mais il faut faire attention pour un des points que j'aime bien dire, c'est quand on va arriver à une structure par âge, la structure qu'on va avoir dans à peu près 15 ans, c'est à peu près la structure qu'on va avoir dans 75 ans. Donc, il faut cesser de dire, est-ce qu'on transfère à la future génération? Dites-vous que c'est pour toutes les générations après. Donc, ce n'est pas comme si je transférais ma maison à mon enfant demain matin, c'est comme si je transférais ma maison à mon enfant, à son petit-enfant, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé d'augmenter, pour ma façon de voir les choses, par rapport les coûts pour la génération qui s'en vient, mais d'étaler la hausse des coûts, parce que la structure par âge ne changera pas vraiment beaucoup. Comme je disais au début, si l'espérance de vie augmente à 110 ans dans 50 ans, bien là, je me trompe royalement, parce que ça veut dire que la proportion de personnes âgées va augmenter de façon beaucoup plus importante. Mais ça veut dire qu'il va falloir s'ajuster. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut s'ajuster. Il faut ajuster l'offre de services sociaux. Il faut ajuster nos programmes de rente. Il y a moyen de moduler. Donc, c'est pas une fatalité. Moi, c'est ce que je comprends dans le message que vous nous dites. Et quand je parlais de santé tantôt, il y a un poste où ce que je montrais n'est pas vrai, c'est pour les soins de longue durée. Ah oui. La proportion de personnes âgées et les dépenses en soins de longue durée, il y a une corrélation qui est très forte. Et ça, évidemment, la façon qu'on va donner des services pour remplir les besoins des personnes en perte d'autonomie,
c'est extrêmement important. Donc, la réflexion qu'on a sur le maintien à domicile, sur l'accompagnement, sur l'autonomie qu'on peut garder le plus longtemps possible. Donc, dans le fond, d'avoir des aînés en santé le plus longtemps possible. Une population en santé. On va parler de santé. prévention, mon Dieu, je vais être contente. Bien, Yves Carrière, merci beaucoup. C'est très éclairant. Ça nous permet justement de voir l'angle de la démographie, je dirais, mon Dieu, avec un peu moins de crainte, parce qu'on a souvent parlé du choc du vieillissement et tout ça. Là, on en parle avec une vision en disant qu'il y a des moyens de s'adapter. Merci infiniment, Yves Carrière.